Bienvenue dans Harmonie intérieure, je suis Peggy Castello, sophrologue et hypnothérapeute, et aujourd'hui on continue notre voyage à travers les blessures d'âme. La semaine dernière, on a exploré la blessure de rejet, et aujourd'hui on plonge dans une blessure que je trouve personnellement particulièrement bouleversante, parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle se cache derrière des comportements qui ressemblent à de la gentillesse, à du dévouement, à de la générosité, et parce qu'elle laisse des traces très visibles dans le corps. Traces que la plupart des femmes interprètent mal pendant des années. Cette blessure, c'est la blessure d'humiliation. Avant de commencer, je veux te poser quelques questions. Écoute juste ce qui résonne en toi. Est-ce que tu dis oui à tout, même quand ton corps hurle non? Est-ce que tu portes les autres, leurs problèmes, leur charge mentale jusqu'à oublier la tienne? Ou encore est-ce que tu t'excuses tout le temps, parfois pour des choses qui ne sont même pas de ta responsabilité? Est-ce qu'il t'arrive le soir, quand tout le monde est couché, d'aller manger en cachette dans la cuisine? Pas par faim, pour autre chose. Quelque chose que tu ne sais même pas nommer. Si tu te reconnais dans une seule de ces phrases, une seule de ces questions, reste avec moi. Cet épisode est pour toi, et peut-être même pour quelqu'un que tu aimes. Ta mère, ta sœur, ta fille, ton ami. Parce que cette blessure, on la porte rarement seule. Souvent, elle se transmet ou elle se devine chez quelqu'un de proche. Alors écoute, écoute pour toi, mais écoute aussi pour celles à qui tu pourrais offrir cet épisode après. Je vais te raconter une histoire. Alors pas en intro pour faire joli, mais parce que je crois qu'à travers cette femme, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Alors pour cet épisode, je l'appellerai Inès. Le prénom est modifié, comme toujours. Alors Inès est une femme magnifique, 45 ans, infirmière cadre dans un grand hôpital, 3 enfants, divorcée depuis 18 mois. Et quand elle est arrivée dans mon cabinet, elle est venue pour ce qu'elle appelait, je cite, son problème de nourriture. Elle avait repris 12 kilos en 6 mois et son rituel, parce que c'en était un, c'était ça. Tous les soirs, entre 22h et minuit, quand la maisonnée était dans le silence, quand les enfants dormaient enfin, elle se levait, allait dans la cuisine et mangeait. Du chocolat, des biscottes au beurre, des biscuits. Elle mangeait sans faim, sans plaisir en fait. Elle mangeait debout, devant le frigo, parfois en larmes. Et elle se disait, je cite encore, c'est le seul moment de la journée où je m'occupe de moi. Tu vois ce que je veux dire là? Inès ne souffrait pas d'un trouble alimentaire en fait. Elle souffrait d'une blessure d'humiliation profonde qui se manifestait à travers la nourriture. C'est un peu comme essayer de réparer une fuite d'eau avec du sparadrap. Ça peut tenir un peu, mais le problème n'est pas là. Le problème est plus profond, plus en amont. Et tant qu'Inès a essayé de régler ça par des régimes, elle a échoué. Et c'est logique. On ne ferme pas une fuite en essuyant le sol, on répare la canalisation. Et ces régimes n'échouaient pas par manque de volonté. Au contraire, des femmes comme Inès en ont à revendre. Mais parce qu'on ne peut pas guérir avec la volonté quelque chose qui se joue dans le système nerveux et dans la mémoire émotionnelle. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te montrer 3 choses. Comment cette blessure se crée, souvent dans les toutes premières années de la vie. Comment elle prend possession de ton corps, de ton alimentation, de tes relations. Et pourquoi tu ne peux pas la résoudre par la volonté. Et puis en deuxième partie, on va faire ensemble une pratique très douce, sophrologie et auto-hypnose mélangée, pour commencer à réhabiliter ton corps sans honte. Alors installe-toi, prends ta boisson chaude préférée, respire profondément et offre-toi cette parenthèse. Je crois sincèrement que ça peut tout changer. Mais d'où vient la blessure d'humiliation? Selon Lise Bourbeau, qui a posé le cadre théorique des 5 blessures de l'âme dans son livre du même nom, paru en 2000, je crois, la blessure d'humiliation se forme entre 1 an et 3 ans.
En fait, c'est une période très spécifique. C'est la période où l'enfant découvre son corps, ses besoins, ses pulsions, ses sensations. C'est l'âge de la propreté, des premières socialisations, des premières fois où l'enfant dit non, où il affirme un désir, où il prend du plaisir à manger, à toucher, à explorer son corps. Et c'est aussi à l'âge où parfois des paroles ou des attitudes souvent maladroites, rarement intentionnelles, peuvent venir éveiller cette blessure. Je veux qu'on soit bien d'accord là-dessus, dès le départ. On ne fait pas le procès des parents aujourd'hui. La plupart des parents font de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu, avec leur propre histoire, avec leurs propres blessures. Mais l'enfant, lui, capte et sans filtre. Concrètement, quelle situation peut éveiller cette blessure? Une mère qui, par pudeur, par peur, par ce qu'elle a elle-même reçu, n'arrive pas à accueillir le corps de son enfant. Qui dit, en présence de la petite fille de 2 ans qui se touche en toute innocence: «Mais arrête, c'est pas joli!» La petite n'entend pas un commentaire éducatif, elle entend: «Mon corps est sale». Un parent qui se moque, pas méchamment, peut-être, mais répétitivement, qui rit de la maladresse de l'enfant, qui raconte ses petites bêtises à table devant toute la famille. Par exemple, la fois où elle s'est endormie dans son assiette, la fois où elle a mis son pull à l'envers, toujours en rigolant. L'enfant rit aussi parfois, parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Mais quelque chose s'imprime quand même. Une éducation qui touche, sans s'en rendre compte, à toutes les fonctions intimes du corps. Quand maman fronce les sourcils parce que l'enfant a un appétit énorme. Tu manges encore, mais tu vas devenir énorme. Quand papa se vexe parce que la petite ne veut pas faire le bisou à la grande tante qu'elle ne connaît pas. Quand la propreté devient une pression. Mais tu n'as toujours pas réussi. C'est un peu honteux à ton âge. Quand la nudité enfantine devient gênante avant que l'enfant n'ait pu construire un sens à sa propre pudeur. Tout ça mis bout à bout dépose chez l'enfant un message subtil. Mon corps, mes besoins, mes désirs, ils sont gênants. Ils dérangent. Je ferais mieux de les cacher. Et il y a aussi quelque chose de plus subtil, qui n'est pas toujours mentionné, mais que je vois beaucoup au cabinet. L'enfant qui a été responsabilisé trop tôt. La fille aînée qui a dû s'occuper de ses petits frères, de ses parents fatigués, ou de parents ayant des problématiques de santé, ou d'un petit frère ayant une problématique, ou un petit frère, une petite sœur ayant un handicap, porteur d'un handicap, pardon. Cet enfant qui a appris à 4 ou 5 ans qu'elle n'avait pas le droit d'avoir des besoins, que sa valeur c'était de servir. Lise Bourbeau insiste sur un point qui est très important. Et je te le redis tel quel. Ce n'est pas tant ce que les parents ont fait qui crée la blessure. C'est la perception que l'enfant en a eue. 2 enfants peuvent vivre la même scène et l'une va construire une blessure d'humiliation, l'autre pas. Donc, et je le redis très clairement, il ne s'agit pas de blâmer tes parents. Les parents ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils ont eux-mêmes hérité de leurs propres blessures. Ce n'est pas une démarche d'accusation, c'est une démarche de compréhension pour toi et peut-être aussi pour eux. Et au cœur de cette blessure, il y a une croyance qui s'installe, une croyance puissante, silencieuse, qui va structurer toute la vie adulte. Mes besoins sont sales, mes désirs sont honteux. Je suis trop, je dois me cacher. Et je reviens à Inès une seconde. Parce qu'on a fait ce travail ensemble, et ce qu'on a découvert, c'est que sa mère, une femme aimante, mais épuisée par 6 grossesses, avait une phrase qui revenait souvent dans son enfance. Inès, t'es trop bruyante, trop curieuse, trop affamée, trop tout. T'es trop. À 4 ans, le cerveau d'Inès a enregistré ça.
Et 41 ans plus tard, son corps continue de chuchoter la même phrase à travers ses 12 kilos en plus, à travers ses excuses constantes, à travers sa fatigue chronique. Je suis trop. Face à cette blessure d'humiliation, l'enfant développe, comme pour chaque blessure, un masque de protection. Un masque qui lui permet de ne plus jamais ressentir cette honte insupportable et non pas insurmontable, on est d'accord, juste cette honte insupportable. Pour la blessure d'humiliation, ce masque s'appelle le masochiste. Alors, je sais, le mot est fort. Il évoque tout autre chose dans le langage courant, mais en psychologie transpersonnelle, et plus précisément dans la grille de lecture de Lise Bourbeau, le terme désigne quelque chose de très précis. C'est la stratégie inconsciente qui consiste à se faire du mal soi-même, avant que les autres ne puissent le faire à notre place. C'est-à-dire, en gros, dans la tête du masochiste, si je m'humilie moi-même en me sacrifiant, en ne me respectant pas, en mangeant trop, en prenant tout sur moi, alors les autres ne pourront plus m'humilier. Je suis déjà payée d'avance. Dit comme ça paraît contradictoire. Mais c'est exactement ce que fait le cerveau pour protéger la petite fille blessée qui vit encore en toi. Alors comment se manifeste le masochiste? Concrètement, dans ta vie d'adulte, dans tes relations, tu te sacrifies. Tu portes Tu portes les besoins, les angoisses, les charges mentales des autres. Tu écoutes, tu donnes. Tu disparais derrière les besoins de ton conjoint, de tes enfants, de tes parents, de tes collègues. Tu fais passer leurs besoins avant les tiens, toujours. Avec toi-même, tu t'excuses, tout le temps. Tu commences tes phrases par désolé. Tu remercies les gens d'exister à côté de toi. Tu te dévalorises, tu plaisantes sur toi-même pour faire rire les autres. Tu maîtrises l'autodérision. Avec ton corps, tu en as honte. Tu fais des régimes. Tu te promets que cette fois, ça sera la bonne. Et puis tu craques. Tu manges en cachette. Tu gardes le secret. Et tu te détestes encore plus. Avec tes besoins, tu ne sais plus ce que tu veux. Vraiment, tu ne sais plus. Quand quelqu'un te demande qu'est-ce qui te ferait plaisir, tu hésites. Ton premier réflexe, c'est de te dire c'est pas important. Et ce que je trouve particulièrement bouleversant dans cette blessure, c'est ce que Lise Bourbeau souligne très bien. Le masochiste a souvent eu une peur très profonde de la liberté, de la jouissance, du plaisir. Pas parce qu'il n'aime pas le plaisir, au contraire. Ce sont souvent des personnes très sensuelles, très sensibles, qui adorent la nourriture, le toucher, les odeurs, les belles choses. Mais ces plaisirs sont devenus à un moment dangereux. Parce que se laisser aller, c'était risquer d'être moqué, jugé, rabaissé. Donc on s'arrange pour ne plus s'autoriser. Ou alors on se l'autorise en cachette, dans la honte. Et tu sais ce qui est le plus tragique? Le masochiste finit par créer exactement ce qu'il essaie d'éviter. En se sacrifiant tout le temps, il s'use. Il devient irritable, fatigué, parfois invisible. Et les autres finissent vraiment par le rabaisser ou le négliger. Pas parce qu'ils sont méchants, peut-être que certains oui, mais parce qu'on ne respecte pas quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. C'est dur à entendre, je sais. Et c'est important de le voir clairement. Et c'est là qu'on arrive à l'inscription corporelle de cette blessure. Parce que la blessure d'humiliation, plus que toutes les autres peut-être, se loge dans le corps. Et particulièrement dans le rapport au poids et à la nourriture. Lise Bourbeau a observé, et beaucoup de praticiens après elle l'ont confirmé, que les personnes portant cette blessure ont souvent un corps tout en rondeur. Pas toujours, attention.
Et avoir des rondeurs ne signifie pas qu'on porte cette blessure. Mais quand la blessure est très active, le corps a tendance à se construire comme une protection. Voilà ce que j'observe en cabinet et ce que la recherche corrobore aujourd'hui. Le surpoids comme une armure de chair. Inconsciemment, le corps stocke pour se protéger, pour ne plus être désiré, pour ne plus être regardé, pour ne plus être humilié sexuellement. C'est particulièrement vrai pour les femmes qui ont vécu dans leur enfance des moqueries sur leur corps ou pire, des situations de violence sexuelle. La compensation émotionnelle par la nourriture, et ça, ce n'est plus juste de la psychologie, c'est la physiologie pure. Quand tu vis du stress chronique, ton corps libère du cortisol. Et le cortisol, quand il est élevé en permanence, fait deux choses. Il déclenche des envies très spécifiques, sucre et gras, pour calmer le système nerveux, et il favorise le stockage des graisses, particulièrement au niveau abdominal. Une étude de l'université d'Harvard qui combinait des mesures de cortisol et de l'imagerie cérébrale a montré que les personnes qui mangent émotionnellement présentent une activation différente des circuits de la récompense. En fait, elles cherchent dans la nourriture ce que leur cerveau ne trouve plus suffisamment ailleurs. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une dérégulation, neurobiologique. Le moment privilégié, le soir, comme Inès. Pourquoi le soir? Parce que c'est le moment où la garde tombe. Toute la journée, le masochiste a porté les autres. Le soir, il y a enfin un peu d'espace. Et ce qui n'a pas été dit, ressenti, exprimé pendant la journée, remonte. Et la nourriture devient le seul exutoire connu. Le seul moment de plaisir autorisé, mais qui finit toujours dans la honte. La gorge serrée, le diaphragme bloqué, la respiration courte, parce que tout ce qu'on n'a pas osé dire reste coincé là, la gorge. Dans la lecture corporelle des blessures, c'est le siège de l'expression de soi. Quand on ne s'exprime pas, quand on n'exprime pas, ses besoins pendant 30 ans, la gorge finit par le payer. Et la respiration aussi. 9 femmes sur 10 que je reçois pour cette problématique respirent uniquement dans le haut du thorax. Le ventre ne bouge pas. Le ventre est devenu une zone interdite parce qu'il porte la honte. Et tu vois pourquoi je te dis ça? Parce que tant qu'on essaie de régler ses comportements alimentaires par les régimes, par la volonté, par les méthodes nutritionnelles seules, ça ne fonctionne pas. Tu sais pourquoi? En fait, ça ne peut pas marcher parce qu'on ne traite que les symptômes. Le vrai travail, il est ailleurs. Il est sur la racine émotionnelle, sur la honte, sur la croyance «je suis trop», sur l'autorisation enfin à exister, à prendre soin de soi, à occuper sa place sans s'excuser. Dans ma pratique, je combine 2 approches pour ce type de problématique. Un accompagnement nutritionnel à indice glycémique bas qui calme physiologiquement le système et un travail en hypnose et sophrologie pour aller libérer la racine émotionnelle. Parce que les 2 sont indissociables, le corps et l'émotion, sont une seule et même histoire. Pour finir cette première partie, je voulais te partager quelques éclairages scientifiques sur ce qu'on appelle la honte chronique. Parce que beaucoup de mes clientes me disent: «Peggy, c'est dur de croire que cette blessure de l'enfance est encore active aujourd'hui». Eh bien, la science est très claire là-dessus. Brené Brown, chercheuse à l'université de Houston, a passé plus de 20 ans à étudier la honte. Et elle distingue clairement la honte de la culpabilité. La culpabilité te dit: «J'ai fait quelque chose de mal». La honte te dit: «Je suis quelque chose de mal». Et c'est cette honte-là
Quand elle s'installe, tout qui devient toxique, elle érode l'identité, l'estime de soi et elle se grave dans le système nerveux. Stephen Porges, neurophysiologiste américain qui a développé la théorie polyvagale dans les années 90, a proposé un cadre encore débattu aujourd'hui dans la communauté scientifique, soyons honnêtes, pour comprendre comment le système nerveux autonome répond aux signaux de sécurité ou de danger. Selon ce cadre, la honte chronique active une réponse de figement et d'effacement. Le corps se protège en se rendant invisible. Et puis, il y a tout le champ d'études sur le cortisol et l'alimentation émotionnelle que j'ai mentionné précédemment. Les travaux d'Elissa Epel à l'Université de Californie ont montré, dès le début des années 2000, le lien direct entre stress chronique, hyperréactivité au cortisol et alimentation compensatoire. Ce n'est plus un débat, c'est une physiologie documentée. Donc, ce que tu vis dans ton corps aujourd'hui, cette honte, ce poids, ces grignotages du soir, cette respiration courte, ce n'est pas une faiblesse. C'est une réponse logique d'un système nerveux qui s'est adapté à une histoire ancienne. Et la bonne nouvelle, c'est ce que je te dis tout le temps, ce qui est inscrit peut être réinscrit. Ce qui est câblé peut être recablé, surtout par le corps. Avant de passer à la pratique, je veux te dire un mot rapide sur ce qui arrive bientôt dans la bibliothèque du bien-être. Pour la blessure d'humiliation spécifiquement, je prépare une séance complète. Je pense qu'elle sera de 45-50 minutes, une séance qui combine de l'hypnose régressive pour aller rencontrer la petite fille à qui on a dit «tu es trop», de la sophrologie corporelle pour réhabiter le ventre, la gorge, le bassin, et un travail spécifique sur la relation à la nourriture, parce que je sais à quel point c'est central pour beaucoup d'entre vous. Cette séance n'est pas encore disponible, je suis en train de la finaliser pour être informé en avant-première de sa sortie. Le lien d'inscription est là dans la description de l'épisode. Et si tu te reconnais profondément dans cet épisode et que tu sens que ton rapport au poids et à la nourriture porte quelque chose de plus profond, sache que je propose en cabinet ou en visio un accompagnement complet IJIBA, hypnose et émotion. Ce n'est pas un régime, c'est un parcours qui travaille ensemble la nutrition physiologique et la libération émotionnelle. Si tu veux savoir si c'est pour toi, le lien de prise de rendez-vous est aussi dans la description. Maintenant, on passe à la pratique. Installe-toi confortablement. On va faire quelque chose de très doux ensemble. Pour cette pratique, je te recommande d'être installé allongé si tu peux, ou assise dans un fauteuil confortable, les deux pieds bien à plat sur le sol. Laisse les bras le long du corps, les paumes ouvertes vers le ciel. Prends une grande et profonde inspiration et ferme doucement les yeux. Et commence simplement par observer ta respiration telle qu'elle est en ce moment, sans la modifier. Est-ce qu'elle est haute dans le haut du thorax? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est retenue comme si tu n'osais pas vraiment respirer? Pas de jugement, juste observer. On va commencer par quelque chose de très simple, mais qui pour beaucoup d'entre vous va peut-être être étonnamment difficile. Pose une main sur ton ventre, la main droite ou la gauche, peu importe. Et l'autre main, pose-la sur ta poitrine.
Prends une grande inspiration par le nez. Et pendant que tu inspires, je veux que tu invites ton ventre à se gonfler comme un ballon d'eau qui se remplit. Pas la poitrine, le ventre. Et maintenant, expire lentement par la bouche entrouverte, un peu comme si tu avais une paille entre les lèvres. Et sens ton ventre redescendre. Si c'est difficile, c'est complètement normal. Beaucoup de femmes, et particulièrement celles qui portent une blessure d'humiliation, ont appris très tôt à rentrer leur ventre, à le contracter, à le cacher. Le ventre est devenu une zone interdite. Donc juste là, tout doucement, on va commencer à autoriser quelque chose d'énorme. Autoriser ton ventre à exister. Inspire par le nez, le ventre se gonfle sans honte. Expire par la bouche, le ventre redescend. Et avec lui peut-être quelque chose qui se relâche. Continue à respirer ainsi, plusieurs cycles. Je vais me taire un instant. Tu respires à ton rythme, en autorisant ton ventre à bouger librement. Maintenant, je vais te demander quelque chose qui va peut-être surprendre. Garde une main sur ton ventre et dis-lui intérieurement doucement « Merci ». Merci d'avoir apporté tout ce que tu as apporté. Merci d'avoir absorbé toute la honte que je n'arrivais pas à digérer. Merci de m'avoir protégée à ta façon depuis toutes ces années. Maintenant, déplace doucement ta main vers la gorge. Pose-la là, doucement. Et dis à ta gorge intérieurement « Merci ». Merci d'avoir retenu tous les mots que je n'osais pas dire. Tous les noms que je n'osais pas prononcer. Toutes les colères que je n'osais pas exprimer. Si des larmes viennent, accueille-les. C'est juste le corps qui dépose, enfin, ce qu'il portait depuis trop longtemps. Maintenant, je veux que tu poses ta main sur le bas-ventre, ou sur les hanches, ou sur l'endroit de ton corps qui te dérange le plus. L'endroit que tu cacheras à ton compagnon, à toi-même devant le miroir pendant des années. Et à cet endroit-là, dis merci. Merci d'avoir été mon armure quand j'avais besoin d'une armure.
Merci de m'avoir protégé des regards, des désirs des autres, des humiliations possibles. Tu as été là pour moi et je le reconnais aujourd'hui. Et maintenant, dans cet état de relâchement, on va déposer 3 phrases. 3 phrases qui vont s'inscrire en douceur dans ton inconscient. Tu n'as rien à faire, juste écouter, juste te laisser entrer. Continue à respirer dans le ventre. Première phrase, je suis assez. Répète-la intérieurement, doucement, à ton rythme. Je suis assez. Pas trop, pas assez, juste assez. Exactement comme je suis aujourd'hui. Dans ce corps, à ce moment-là, je suis assez. Deuxième phrase, mes besoins sont légitimes. Mes besoins ne sont pas trop, ne sont pas excessifs, ne sont pas honteux, ils sont légitimes. J'ai le droit d'avoir faim. J'ai le droit d'avoir froid. J'ai le droit d'avoir envie de repos, de silence, de plaisir, de tendresse. Mes besoins sont légitimes. Et la troisième peut être la plus importante. Mon corps est mon allié. Mon corps n'est pas mon ennemi. Il a fait de son mieux pour me protéger. Et aujourd'hui, je peux choisir de l'écouter plutôt que de le combattre. Mon corps est mon allié. Laisse ces 3 phrases continuer à résonner doucement dans ton corps. Ton inconscient les enregistre en cet instant même. Et chaque fois que tu referas cette pratique, parce que je vais te recommander de la refaire, ces phrases vont s'installer un peu plus profondément. Dans un instant, je vais te ramener doucement. Reprends conscience de ton corps, de tes mains, de tes pieds en contact avec le sol ou avec ta surface. Bouge doucement les doigts, les orteils. Étire-toi si tu en as envie, comme si tu sortais d'une longue sieste. Prends une grande inspiration, une dernière fois, ventre qui se gonfle librement. Et expire en relâchant tout ce qui peut être relâché. Et quand tu te sens prête, tu peux rouvrir les yeux pour nous rejoindre ici, maintenant, corps et esprit totalement réharmonisés. Bienvenue. Tu viens de faire quelque chose de profond. Peut-être que tu ne réalises pas tout de suite. Peut-être que tu te dis c'était juste de la respiration. Mais ce que tu viens de faire,
C'est un acte de réconciliation avec ton ventre, avec ta gorge, avec ton corps tout entier. Et je vais te demander une chose pour cette semaine. Refais cette pratique. Idéalement, chaque soir, 5 minutes suffisent. Pose ta main sur ton ventre, respire en autorisant le ventre à bouger. Dis à ton corps merci. Et installe les 3 phrases. Je suis assez. Mes besoins sont légitimes. Mon corps est mon allié. Pas pour tout régler, pas pour maigrir, pas pour devenir une autre, juste pour commencer à habiter ton corps, à l'apprivoiser, à arrêter d'être en guerre avec lui. Et puis, cet épisode, si tu y as reconnu une part de toi, tu y as aussi peut-être reconnu quelqu'un que tu aimes, une mère qui s'oublie depuis 40 ans, une sœur qui s'excuse de respirer, une amie qui mange le soir en cachette, comme Inès, une fille adolescente qui commence à porter les besoins de tout le monde sauf les siens. Si c'est le cas, je t'invite à partager cet épisode, pas pour donner une leçon, pas pour montrer ce que tu as compris, juste comme on tend une main, comme on dit, j'ai entendu quelque chose qui m'a touché et j'ai pensé à toi en l'écoutant. Parce que cette blessure-là, elle se transmet souvent de mère en fille dans le silence. Et parfois, c'est juste une porte ouverte pour quelqu'un qui peut commencer à changer ça. Je veux te laisser avec une dernière pensée. Inès, la femme dont je t'ai parlé en intro, a fait ce travail avec moi pendant 6 mois. Sophrologie, hypnose, accompagnement nutritionnel. Et lors d'une séance, vers la fin, elle m'a dit cette phrase qui me reste. Peggy, je n'ai pas perdu tout le poids que je souhaitais perdre. Mais hier soir, pour la première fois depuis 10 ans, je ne suis pas allée dans la cuisine après 22 heures. Et je sais que ce n'est pas par volonté. C'est juste parce que je n'en avais plus besoin. Voilà ce qu'on cherche. Pas la performance, pas la perte de poids spectaculaire. Juste ne plus avoir besoin. La semaine prochaine, on plonge dans la blessure d'abandon. Et pour la première fois, dans cette capsule-là, je vais te faire écouter le témoignage bouleversant d'une femme qui a guéri cette blessure-là. Tu ne veux pas le rater. Si tu veux aller plus loin sur la blessure d'humiliation, la séance complète arrive prochainement dans la bibliothèque du bien-être. Le lien d'inscription est dans la description. Et si tu sens que tu vis ce que tu vis avec ton corps, ton poids, ta nourriture porte une histoire plus profonde, mon accompagnement IGBA Hypnose et Émotion t'accueille en cabinet, à la Lyon ou en visio. Le lien est aussi dans la description. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Tu es sacrément courageuse, tu es lumineuse et surtout tu es assez. Prends soin de toi et de celle que tu aimes. Et je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance.